Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion des 50 ans du SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, on vous propose une émission en 3 temps autour du développement des transports en commun sur notre territoire, passé, présent, futur. Et pour revisiter ces temps de conjugaison, j'ai à mes côtés les élus qui pilotent aujourd'hui le SMAG. Laetitia Raby, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente déléguée aux relations à l'usager, au pass mobilité et à la planification des mobilités. En face de vous, Coralie Bourdelin, bonjour. Bonjour. Vice-présidente également déléguée aux dessertes des territoires peu denses et à l'accessibilité. Luc Raymond, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président également, il y en a plusieurs au SMAC, délégué au covoiturage et aux nouveaux services de mobilité. Et puis on a le président également avec nous, Sylvain Laval, bonjour. Bonjour. Président donc, du SMAC depuis 2020. 2 hommes, 2 femmes, comme pour beaucoup de collectivités, il y a une obligation de parité au sein du SMAG. Non, pas au sein de l'exécutif, mais nous essayons autant que faire se peut d'équilibrer au maximum. Il y a aujourd'hui plus d'hommes que de femmes, mais il n'y a pas d'obligation paritaire au sein de l'exécutif du SMAG. On peut rappeler rapidement les missions de ce syndicat ? Oui, alors nous avons pour mission de nous occuper de l'ensemble du champ des mobilités au sein du territoire. Donc les mobilités, c'est à la fois les sujets qui relèvent des transports en commun, en ce qui concerne les bus, les trams. Nous nous occupons aussi des services vélos pour mettre en œuvre les politiques cyclables. Donc le service MVélo Plus est un service du SMAG. Et puis nous conduisons aussi des aménagements pour la politique cyclable, des aménagements d'infrastructures dans certains territoires, des aménagements de consignes sécurisées. Nous sommes aussi compétents en matière de covoiturage, sur la planification, la gestion d'un certain nombre de lignes, sur des questions d'autopartage et surtout pour faire fonctionner l'ensemble sur la tarification et sur l'information multimodale pour que l'ensemble des services de mobilité se complètent et s'articulent. C'est les services du quotidien qui touchent énormément d'habitants de notre territoire. Je dis territoire parce que le A de SMAG, Coralie Bourdelin, s'est transformé au fil du temps d'agglomération à aire grenobloise, car aujourd'hui, le syndicat agit bien au-delà des frontières de la métropole. Oui, tout à fait. Depuis depuis 2020, le SMAG est constitué de la métropole de Grenoble, du territoire du Grésivaudan et du Pays Voironnais, puisque nous avons décidé donc d'unir nos forces parce que ça a vraiment du sens de travailler les mobilités à ce niveau-là. Et donc, nous, le Grésivaudan, on a délégué la totalité de nos compétences dès le début, donc dès 2020. Le Pays Voironnais, lui, a décidé d'y aller plus par étapes. Donc, il en avait délégué une partie et à partir de janvier 2025, il sera également intégré totalement dans le SMAG. Et puis, on commence également à travailler sur les aspects, pour le moment, de covoiturage avec le plateau du Vercors, qui commence à travailler avec nous sur le covoiturage. Donc, effectivement. Covoiturage, c'est une des casquettes de Luc Raymond. Sylvain Laval le disait, les mobilités, c'est au sens large. Quand on parle de transport en commun, on pense au bus, au tram, mais le SMAG a un périmètre plus large. Oui, c'est vrai qu'historiquement, la mobilité, c'est les transports en commun. Mais aujourd'hui, la mobilité, c'est les mobilités. Et c'est devenu un champ beaucoup plus large, puisque à la fois les besoins de nos territoires sont variés. Et donc forcément, les réponses vont être différentes suivant la qualité du territoire. La réponse sur les communes très urbaines de l'agglomération ou sur les territoires plus suburbains ou ruraux ne peut pas être la même. Et c'est pour ça que le champ de la mobilité, il est très divers et très varié, comme il a été dit, et touche tous les aspects du déplacement de nos concitoyens. Laetitia Raby, on sait à peu près combien de personnes utilisent les services du SMAG au quotidien ? Au quotidien, ce sont 260 000 personnes environ qui embarquent effectivement à bord de nos bus et de nos trams. Effectivement, c'est sur un périmètre de territoire comprenant les 3 collectivités de 600 000 habitants. On voit effectivement aussi tout l'impact et la part que prend c'est pratiquement une personne sur 2 qui, à un moment ou l'autre, absolument, a un lien avec vos services. Service au pluriel aussi. Il y a une appli aujourd'hui qui permet de se repérer un peu dans tout ce que vous proposez. Ah oui, on a une appli qui s'appelle l'appli M et qui est l'appli des mobilités en fait sur l'ensemble de nos territoires,
qui à la fois est un calculateur d'itinéraire en bus et en multimodalité, qui permet également de regrouper en fait sur cette appli l'ensemble des partenaires de la mobilité, publique bien sûr, mais aussi privée. Et surtout, aujourd'hui, nous avons une boutique en ligne. Cette boutique en ligne permet effectivement de télécharger vos droits quand vous en avez pour les tarifications solidaires, mais aussi de recharger votre carte Oura, et puis également en fait de bénéficier en fait d'un service de post-paiement quand vous embarquez à bord des trams et des bus. Vous pouvez effectivement passer votre application, enfin votre téléphone, et vous avez donc un décompte qui est fait à l'unité et avec précision et vous n'êtes payé que sur les déplacements que vous effectuez. Bon, ça fait partie des services qui se développent et qui s'améliorent notamment avec la technologie. On en reparlera dans la deuxième partie de cette émission, puisque le SMAG a l'ambition de poursuivre son développement dans les années à venir. On va, pour l'instant, regarder dans le rétro avec un film, puisqu'on fête les 50 ans du syndicat, un film qui retrace en 16 minutes l'histoire des transports en commun sur notre territoire. Située en fond de vallée et encadrée par des montagnes, l'aire grenobloise est un territoire où la question des transports en commun constitue un enjeu central. Cela fait partie de son histoire, de son identité, de son ADN. Depuis 50 ans, le SMAG, syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, et ses prédécesseurs, travaille et structure les connexions entre le centre de Grenoble et sa périphérie, imagine comment optimiser ces flux, et cherchent à apporter des réponses adaptées, concertées et pensées collectivement pour répondre aux besoins toujours plus grands. Située en fond de vallée et encadrée par des montagnes, l'aire grenobloise est un territoire où la question des transports en commun constitue un enjeu central. Cela fait partie de son histoire, de son identité, de son ADN. Depuis 50 ans, le SMAG, syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, et ses prédécesseurs, travaille et structure les connexions entre le centre de Grenoble et sa périphérie, imagine comment optimiser ces flux, et cherche à apporter des réponses adaptées, concertées et pensées collectivement pour répondre aux besoins toujours plus grands en matière de déplacement. L'organisation des premiers transports en commun sur la région grenobloise, ça date du milieu des années 1850. Il y a eu 4 sociétés de tramway sur la région grenobloise. Le dernier service de transport de voyageurs en tramway électrique, c'était le dimanche 31 août 1952. Nous sommes dans une période où les transports en commun ont quasiment disparu, puisque nous avons malheureusement à cette époque-là démonté les dernières lignes de tram qui s'éteignent dans le territoire à la fin des années 50. Certains se souviennent ici de ces fameux bus avec antenne qui ont jalonné notre jeunesse et que nous aimerions bien d'ailleurs voir revenir dans le territoire et nous y travaillons. Le tram c'était dépassé à l'époque, les trolleys sont arrivés, c'était formidable. Il n'y avait pas de rail, ils circulaient dans la circulation, ils pouvaient se déporter plus facilement. Donc bon, ils avaient décidé de mettre en service des trolleybus, puis quand même aussi ils se sont dit on va mettre en service des autobus. Donc première ligne de trolleybus c'était le 29 juillet 1947 et la première ligne d'autobus un an et demi après, le 1er janvier 1949. Mais c'est une époque où le transport en commun est plus limité qu'aujourd'hui dans son organisation. J'ai commencé à une société où il y avait des cars qui n'en pouvaient plus, des cars qui étaient vieux, puisque là, à l'époque, la SGTE achetait du matériel d'occasion. Les bouchons, on les a connus assez tôt, par rapport à d'autres villes, d'autres agglomérations totalement plates ou à peu près plates, où les gens en pénètrent un petit peu de partout. Dans les années 60, oui, comme il y avait de plus en plus d'automobiles, ça arrivait à créer de gros problèmes. En juin 1973, le département de l'Isère et l'ancêtre de la métropole, le SIEPARG, décide ainsi de s'associer pour créer le SMTC, le syndicat mixte des transports en commun, afin d'organiser le premier réseau de transport collectif local. Une alliance qui va permettre une nouvelle révolution dans l'aire grenobloise en matière de déplacement, avec l'apparition des premières offres de transport collectif structurées à l'échelle du territoire. C'est lui, le SMTC, qui s'est mis à étudier à fond ce qu'il fallait faire. 4 ans après, en 1978, le parc avait quasiment doublé et il n'y avait plus que des véhicules neufs.
Le matériel a évolué, les chauffeurs ont évolué, donc ça s'est modernisé, on a eu du matériel bien moderne. Comme vous avez pu voir à Grenoble, il y a beaucoup de voies réservées pour les bus. Non, ça a été une grosse avancée dans les transports. Riche et dense en universités et en instituts de recherche, l'aire grenobloise abrite un véritable écosystème de l'innovation. Et si les transports en commun ont toujours été à la pointe sur le territoire, ce n'est pas un hasard. Cette synergie avec la culture locale de recherche est ainsi un puissant moteur pour offrir des transports collectifs toujours plus performants et accessibles. Nous, là où on a été vraiment précurseurs, c'est l'accessibilité. On a pris beaucoup de soins pour les personnes handicapées. Ça, c'est vraiment une évolution qui est incroyable. Comme tous les bâtiments publics devaient être accessibles, les transports en commun aussi. C'est vraiment à la pointe du progrès dans les villes. Regardez, on est actuellement à un chausson. Comment une personne peut descendre avec les escaliers? Avec un chariot, c'est pas possible. Quelqu'un l'aide pas, il peut pas descendre. C'est comme ça. Ça a vraiment évolué. Puis il y a eu ces bus qui sortaient une palette pour prendre les fauteuils roulants. Ça a été une fierté, quoi, de voir que Grenoble était à la pointe de la modernité dans ce sens-là. Hein. Je pense qu'à une époque, il y a beaucoup d'handicapés qui sont venus vivre sur Grenoble justement à cause de cette mobilité qui a été facilitée, quoi. Il va notamment y avoir la création de la CEMITAG, la société qui exploite le réseau de transport en commun de l'agglomération grenobloise. CEMITAG, Société d'économie mixte des transports de l'agglomération grenobloise. La CEMITAG, elle a donc été constituée et créée le 1er janvier 1975. Donc beaucoup plus de services. C'est vrai que les gens, ça commençait à devenir intéressant au niveau de transport en commun. La plus grande critique qui était apportée à la SGTE, c'est que c'était un réseau concentrique. Mais il n'y avait aucune connexion d'un quartier à un autre quartier. Donc ça, c'est grâce au SMTC et à la CEMITAG qu'en 1980, il y a eu une première ligne qu'on appelle d'Eurocad, qui partait d'un point, qui allait sur un autre point, sans passer du tout par le centre-ville. C'est en 1981, ils avaient décidé de supprimer ce qu'on appelle une alvéole. C'était mieux pour les voyageurs parce qu'ils étaient transportés plus rapidement. Et puis comme les véhicules, ils faisaient plus rapidement leurs courses, éventuellement, ils pouvaient rajouter une course de plus sans que ça coûte rien du tout. Le bus, il s'arrêtait le long du trottoir et il repartait en ligne droite. Grâce au SMTC et puis à la CEMITAG, le réseau se développait. Il y a une ligne, c'est la ligne numéro 15. Avant, quand il y avait 4000 voyageurs par jour, il fallait un bus toutes les 15 minutes. Et puis après, ils sont passés à 12 000 voyageurs par jour. Ils ont mis un bus toutes les 5 minutes. Et puis après, ça a monté à 20 000 par jour. En 1978, ils ont dit maintenant, il faut encore monter en puissance. Ils ont acheté des autobus articulés. Et là, on était donc à un bus toutes les 4 minutes. Nous avons aussi été dans les premiers à inventer des tarifications plus innovantes, et je pense notamment aux tarifications solidaires, qui ont été aussi une spécificité du territoire et qui aujourd'hui inspirent beaucoup de nos collègues dans d'autres régions de France. Dans un autre registre, la préparation et l'accueil des Jeux Olympiques à Grenoble en 1968 a été une formidable opportunité pour impulser de nouvelles perspectives et repenser l'espace urbain et l'offre de transport en commun pour répondre à l'afflux de personnes et à la demande accrue de déplacement. Écoutez, les Jeux Olympiques de Grenoble ont apporté beaucoup de changements dans Grenoble. Il y a tellement de travaux pour les Jeux Olympiques, c'était gros. Et à l'époque, il n'y avait pas de tram. Ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque, on avait 14 lignes de transport en commun, 4 lignes de trolleybus et 10 lignes d'autobus. On savait très bien que ça n'allait pas être suffisant. Donc la SGTE avait loué des autobus du réseau de Lyon, transport en commun lyonnais. D'autre part, il avait été décidé de créer 3 lignes supplémentaires, plus 2 navettes qui étaient totalement éphémères. Elles ont fonctionné du premier jour au dernier jour des Jeux Olympiques. Alors c'était 40 autobus de la RATP qui étaient venus à Grenoble pour mener les spectateurs dans les stations. Il y avait 5 stations. Donc ils se sont dit, il faudra que les gens soient tous transportés en autocar. Donc il y a une société qui a été créée, éphémère, qui s'appelait la Transolympe. Et il y avait un peu plus de 750 autocars qui sont venus de toute la France. Les spectateurs, dans le prix de leur billet, était compris aussi le transport dans l'autocar. Et puis ils arrivaient avec leur billet, ils prenaient le car, ils montaient dans X ou Y station, et puis ils assistaient aux épreuves, et voilà. Plus tard, les Jeux Olympiques d'hiver en 1992 à Albertville vont eux aussi fortement mettre à contribution les transports collectifs grenoblois pour permettre aux athlètes et au grand public d'assister à ce grand événement sportif. Les transports en commun se placent alors au cœur de l'attractivité du territoire.
Alors à l'époque, Albertville n'avait pas de réseau de transport urbain, donc ils avaient demandé à la CEMITAG de faire un petit peu ce que la RATP avait fait à la SGTE en 1968. Eh ben, il y a pas mal de chauffeurs de chez nous qui ont été détachés là-bas pour faire du transport en commun, pour servir les athlètes et tout ça, faire comment on appelle ça, des navettes. Ils avaient loué 25 autobus avec le personnel, bien entendu. Et ben, les autobus de la CEMITAG faisaient la jonction avec la ville-centre, voilà, d'Albertville. Et puis après, ben, de l'autre côté, un petit peu comme à Grenoble, quand c'était pour aller dans les stations, c'était des autocars qui avaient été loués, puis qui allaient à droite à gauche sur les stations. La fin des années 80 marque une étape importante avec le grand retour du tramway moderne à Grenoble pour répondre à ce besoin toujours plus grand en matière d'offres de mobilité. Un retour qui a pourtant fait polémique à l'époque. L'Automobile Club grenoblois, il n'était pas, on dira comme ça, quoi, il n'était pas pour, hein, voilà, parce que c'est vrai que c'était automatiquement créé des couloirs réservés, donc ça diminue un peu la surface de la voiture. Et avant de lancer une étude, ils se sont dit, on va proposer à des Grenoblois de donner leur avis. Donc le 27 novembre 1982, il y a 400 Grenoblois par train spécial qui sont allés à Zurich et qui sont allés voir un petit peu ce que ça donnait. C'est quand même un réseau où il y avait déjà 13 lignes qui représentaient 110 km de longueur et il y avait 380 tramways. Ben, la plupart, ils n'en revenaient pas. Donc c'était très positif, hein. Si les élus sont arrivés à être convaincus pas trop difficilement, hein. Par contre la population c'était une abomination. Il y a 2 villes en France qui ont fait un référendum, c'est Brest et Grenoble. Alors Grenoble ça a été assez tôt, donc c'était le 22 juin 1983. Et le résultat est intéressant de constater que 53% de ceux qui ont participé à cette consultation à l'époque, eh bien, se sont prononcés pour le oui. Il y a eu les travaux, bien sûr, les travaux aussi, ça a nuit beaucoup de choses, hein. Ça, tous les gens s'en rappellent, hein. Des trous partout, des voies posées, des ponts inter... Enfin, c'était vraiment un travail titanesque. Ils demandaient des volontaires, hein, au départ. Moi, j'ai fait partie des volontaires parce que comme j'aime beaucoup la conduite, donc j'ai eu mon habilitation tram et j'ai attaqué la conduite pour commencer sans le public. C'est-à-dire, on faisait le rodage des rames, voir tous les défauts qu'il pouvait y avoir, etc., quoi. Je n'hésitais pas, moi, j'étais une des rares à mettre à fond, quoi, dans les lignes droites pour voir jusqu'où pouvait monter le tram, quoi, à quelle vitesse il pouvait monter. Ensuite, on a fait l'ouverture au public, hein. Les gens ne circulaient plus de la même façon, il a fallu qu'ils s'adaptent, surtout pour les automobilistes. Les voitures, oui, qui n'étaient pas habituées, hein, qui tournaient, qui restaient sur les rails, etc., quoi. Avant cette mise en service qui a marqué les esprits, la conception de ces nouvelles rames a fait l'objet d'un travail important pour rendre le tramway 100% accessible aux personnes à mobilité réduite, grâce à une grande mobilisation portée par des associations de personnes en situation de handicap. L'Association des paralysés de France, section de Grenoble, qui n'a eu de cesse d'aller voir les élus et de leur dire, écoutez, on va avoir un nouveau tramway, il faut que ce tramway soit accessible. Premier tramway au monde accessible aux personnes en fauteuil roulant, c'est Grenoble. Les personnes handicapées peuvent monter dans tous les trams et en descendre facilement. Une chose qu'avec un car, on ne peut pas bien faire partout. Les élus, ils transmettaient ça au constructeur de tramway qui était Alstom, donc l'essieu coudé. Ça a permis à ce que sur le tram de Grenoble, la partie centrale, ce qu'on appelle l'essieu porteur, ils ont pu descendre le plancher à 34 cm. Et carrément de la première porte, deuxième porte, troisième porte, quatrième porte, 70% de la surface du véhicule, elle était surbaissée. Il y a une avancée sur les trams. Plus ça va, dans quelques années, c'est encore mieux. Un tram, il a évolué quand on prend les premiers trams qui sont sortis. Et actuellement, on voit une grosse différence. C'est du succès, oui, oui, bien sûr. Oui. C'est vrai qu'avec le bus, c'était différent, quoi. Ça n'a rien à voir. Le tram a servi de relais à beaucoup de cars qui n'existent plus, des compagnies qui n'existent plus. On a pu, pas tout de suite, mais assez rapidement, lui donner beaucoup de priorité au feu tricolore, que ça n'a pas été tout à fait le cas pour les lignes de trolleybus et d'autobus. Au niveau de la population, c'est sûr que c'est plus facile pour eux, hein. C'est plus moderne, ça secoue moins, c'est pas pareil. Il faut que les gens puissent bouger, passer à un autre, voir autre chose qu'ils ont tous les jours sous la vue.
Les gens ont redécouvert leur ville d'une autre façon, hein. Tout le monde prend le même transport en commun, les mêmes problèmes. Mais c'est aussi un formidable outil de rénovation urbaine, d'amélioration et d'embellissement du cadre de vie. Lorsque nous construisons du tramway, nous rénovons les espaces publics, nous amenons plus de végétalisation des espaces, nous réorganisons aussi la place des piétons, la place des vélos, la place des voitures. Tout le monde retrouve une place beaucoup plus adaptée dans une logique d'apaisement et d'amélioration du cadre de vie. En janvier 2020, une nouvelle étape est franchie, avec la création du SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. 3 territoires qui ont décidé de s'associer sur le sujet, la métropole de Grenoble, mais la communauté de communes du Grésivaudan, la communauté d'agglomération du Pays Voironnais et également avec le soutien du département de l'Isère. Et si nous avons pu le faire, c'est aussi parce qu'il y a eu des équipes, des élus qui se sont engagés pour ce territoire et je veux avoir une pensée pour l'ensemble de mes prédécesseurs sur cette question. Il y a eu Louis Maisonnat en son temps, il y a eu évidemment Gilbert Biessy, Charles Descours, Claude Bertrand, Marc Bayetto, Michel Issindou, Yannick Olivier et Yann Mongaburu. Toutes ces personnes et leurs équipes, bien entendu, et les élus du territoire ont permis pendant ces 50 dernières années de créer l'offre de transport qui est celle d'aujourd'hui et que nous continuons de développer. Aujourd'hui, les frontières administratives doivent être dépassées, car en matière de mobilité, par définition, ces frontières n'existent pas. Le SMAG continue ainsi d'œuvrer à cette connexion des habitants les uns avec les autres et à répondre à leurs besoins de déplacement au sens large, avec désormais de nouveaux enjeux tels que la place du vélo, la promotion du covoiturage et de l'autopartage, ou la mise en place d'outils numériques facilitant les déplacements comme l'appli M. On peut d'ailleurs souvent se déplacer avec plusieurs modes différents dans une même journée ou dans une même semaine. Et c'est en ce sens que nous devons travailler cette complémentarité, cette connexion entre l'ensemble des modes de déplacement qu'on appelle la multimodalité, mais aussi l'intermodalité. Et nous investissons pour l'avenir sur ce point en préparation du futur RER ferroviaire. Parce que c'est aussi une des grandes réponses de demain, c'est cette espèce de fil conducteur qui peut traverser le territoire et les relier les uns aux autres. Et ce ne serait pas possible si le Grésivaudan, le Voironnais, la métropole, le département de l'Isère et même les autres territoires limitrophes ne travaillaient pas dans la même direction pour ce faire. C'est un travail permanent qui ne s'arrête jamais et qui doit en permanence s'alimenter par rapport aux enjeux, aux besoins, mais aussi aux évolutions des technologies. Je pense notamment au projet de transport par câble. Nous avons un projet qui est très avancé sur le territoire de la métropole qui va nous permettre de franchir des obstacles naturels de manière beaucoup plus aisée. Et donc cette technologie, elle va apporter cet avantage et en plus, elle consomme beaucoup moins d'espace au sol. Elle est décarbonée et donc c'est un vrai transport de demain, un vrai transport d'avenir qui apporte par rapport à la spécificité de notre territoire des réponses. C'est une innovation qui doit apporter un progrès, une amélioration dans le quotidien de nos habitants et c'est bien cela que nous sommes en train de faire sur ce service de transport comme sur tant d'autres. Oui, le câble serait une très bonne chose, c'est vrai. Il faut aller vers un meilleur transport, mieux desservir les gens. On est de retour sur le plateau de Télé Grenoble après cette rétro sur le développement des transports en commun sur le bassin grenoblois. C'était intéressant de revoir toutes ces images d'archives, ces témoignages. La suite de l'histoire, elle est en train de s'écrire avec les élus qui sont autour de moi sur ce plateau, aux commandes du SMAG. Je refais un petit tour de table rapide pour les téléspectateurs qui prennent cette émission en cours, qui sont montés dans le bus. Comme on dit, Laetitia Raby, vice-présidente déléguée aux relations à l'usager, au pass mobilité et à la planification des mobilités. En face de vous, Coralie Bourdelin, vice-présidente déléguée aux dessertes des territoires peu denses et à l'accessibilité. Luc Raymond est toujours avec nous, délégué au covoiturage et aux nouveaux services de mobilité. Et puis Sylvain Laval, le président du SMAG depuis 2020. Le film qu'on vient de voir, Sylvain, a été tourné en partie à l'Histobus, qui est un peu le musée des transports en commun situé sur la commune du Pont-de-Clé. C'est l'endroit que vous aviez choisi pour fêter symboliquement cet anniversaire d'un demi-siècle. C'était au printemps dernier. Absolument, c'est un lieu absolument magnifique et j'invite d'ailleurs l'ensemble des téléspectateurs à s'y rendre s'ils ne le connaissent pas parce qu'il retrace en fait toute l'histoire des transports dans notre territoire où vous avez des vieux modèles de bus d'un autre temps qui ont été en plus remis en état par des bénévoles qui font ça avec beaucoup de passion et qui voient toute l'évolution des services, à la fois de bus évidemment puisque c'est quand même l'histoire et puis peut-être demain aussi on parlera un peu plus tramway dans ces magnifiques entrepôts qui sont ouverts au grand public et dont l'accès d'ailleurs est gratuit.
Là, on voit les images de la soirée anniversaire, mais ces bus, ils roulent régulièrement. Ils font sortir leur vieux bus pour permettre justement au public intéressé de revivre un petit peu ces transports nostalgiques. Avant de répondre aux enjeux cruciaux de demain, comme évoqué à la fin du film qu'on vient de voir, on va parler du SMAG aujourd'hui. C'est quoi le budget du syndicat pour faire fonctionner tous les services qu'on va développer ? Aujourd'hui, si on parle des services de transport collectif, qui est évidemment le premier budget du SMAG, à l'échelle des 3 territoires, c'est près de 200 millions d'euros par an pour faire fonctionner nos bus et nos trams sur les 3 territoires du Grésivaudan, au Voironnais, en passant par la métropole. Donc ce sont des montants qui sont très conséquents et c'est un des réseaux les plus étoffés de France, évidemment, en dehors de Paris. Il est financé comment, ce syndicat? Il vient d'où cet argent? Il est financé par plusieurs leviers. Le premier, c'est ce que nous appelons le versement mobilité, c'est-à-dire une contribution des entreprises sur la base du nombre de salariés. À partir de 11 salariés, les entreprises cotisent à ce prélèvement qui vient directement alimenter les caisses du SMAG et qui permet de mener ces services. Donc c'est un effort important qui est consenti par les acteurs économiques. Il y a aussi des dotations des membres du SMAG, les intercommunalités qui le composent, la métropole, le Grésivaudan, le Voironnais. Et puis, il y a aussi, évidemment, des recettes tarifaires des usagers qui y contribuent, en plus petite proportion, mais qui y contribuent aussi. Luc Raymond, est-ce que le SMAG est gouverné comme une collectivité classique, avec une majorité, une opposition? Comment ça fonctionne? Non, c'est tout le contraire. C'est justement ce qui fait sa force, c'est que ces 3 collectivités qui ont décidé ensemble de se mettre en commun leurs compétences et leurs moyens dans ce syndicat pour travailler, au-delà de toutes les appartenances politiques qu'il peut y avoir des uns et des autres, à la satisfaction des besoins de mobilité de nos concitoyens. Et je crois que c'est ce qui fait sa force et ce qui est dans ces gènes du SMAG aujourd'hui et que le président Sylvain Laval a voulu mettre en place dès le début. C'est que chaque territoire reste dans le SMAG avec son histoire, sa personnalité, ses problématiques à traiter, mais dans un ensemble qui aborde, je veux dire, où on met en commun d'autres forces, les moyens techniques, financiers, et qui permettent d'avancer sans parler d'autre chose que ces besoins de mobilité. Bon, ça pourrait inspirer nos politiques au niveau national, ce fonctionnement, on va dire, de bon sens. On parlait du développement territorial. Coralie Bourdelin, vous êtes une élue du Grésivaudan, maire de Revel, qui est une petite commune des balcons de Beldonne. Le réseau de transport en commun du Grésivaudan a complètement fusionné à la rentrée de septembre avec celui de l'agglomération grenobloise. On connaissait MTAG du côté de l'agglo, M2Go pour les habitants du Grésivaudan. Les deux sont rassemblés, ça s'appelle M-Réseau maintenant. M-Réseau, c'est franchement c'est pour ça qu'on a créé le SMAG, j'ai envie de dire. Et on se disait hier, on était encore sur le terrain à écouter les usagers pour avoir leur retour. Et franchement, on a bien avancé, on a fait du bon travail. Donc, on a un réseau unifié. Ça a permis d'allonger, d'agrandir les plages horaires. Ça a permis de mettre plus de cadence. Ça a permis de créer des lignes qui vont du Grésivaudan sur la métropole. Donc, j'ai envie de dire, on a effacé la frontière entre nos 2 collectivités et ça fait vraiment un réseau qui a du sens. En plus, grâce à un travail politique et technique, on a récupéré les lignes car région, ce qui fait que maintenant on maîtrise vraiment au sein de notre territoire tout le réseau de bus qui est dessus. Et on a pu proposer pour nos habitants, et c'est très très impactant sur nos Grésivaudan, en plus tout ça en faisant baisser les tarifs, puisque quand on prenait un bus pour aller du Grésivaudan à la métro, on payait 5,40 €. Maintenant, avec un ticket à 2 €, vous faites la même chose. Donc franchement, les retours sont vraiment très positif. Et voilà, je disais, on était sur le terrain, ça fait deux réunions que je dirige sur le Grésivaudan. On était au nord du territoire et au sud hier, et à chaque fois, les gens ont vraiment des retours positifs. Il y a 30% d'usagers en plus depuis septembre sur notre territoire. Donc voilà, il y a encore des choses, bien évidemment, quand on modifie des tracés, il y a des impacts, voilà, il y a des petites choses encore à améliorer potentiellement. Il y a une étude origine-destination qui est faite actuellement pour, là encore, recaler là où ce sera nécessaire, faire encore les ajustements nécessaires. Mais vraiment, là, on a fait un énorme travail et, comme je le disais hier soir, en peu de temps, je trouve. Et voilà, c'est pour ça qu'on avait créé le SMAG. Donc,
on est satisfait du travail et de ce qui est proposé à nos habitants depuis septembre. Dans votre délégation, il y a l'objectif de mieux desservir les territoires peu peuplés. Alors là, dans le Grésivaudan, on va dire on est servi, puisqu'il y a des territoires de montagne, notamment dans Beldon, avec la vallée du Brélat, qui est peu peuplée, qui est très décentralisée par rapport au bassin grenoblois. Ça va aussi aider cette fusion des réseaux. Après, moi, je rebondirais avec ce que disait Luc tout à l'heure. C'est vrai aussi qu'en fonction des territoires, en fonction des communes, on ne peut pas avoir le même niveau de service, bien évidemment, quand on habite à Revel ou quand on habite à Échirolles ou à Grenoble. C'est normal, donc on adapte aussi. Ça veut dire qu'on fait aussi un gros travail sur les autres mobilités, les lignes de covoiturage. Dans certains territoires, mettre un bus, ça n'a pas forcément de sens. Si vous avez 3 personnes dans un bus à l'aller et 3 personnes au retour, ce n'est pas forcément ça qui est intéressant. Donc vraiment, on travaille sur toute la mobilité pour arriver à proposer un service à tout le monde, mais un service en fait adapté à chaque situation. Une fusion comme ça, c'est compliqué à réaliser, Sylvain ? C'est beaucoup de travail. C'est 4 ans de travail préalable à la fois de coopération entre les uns et les autres, de volonté politique, de capacité à financer et surtout à créer les ajustements et les convergences techniques parce qu'on est parti de loin. Les horaires n'étaient pas les mêmes, les niveaux de service n'étaient pas les mêmes et la tarification n'était pas la même. Donc il a fallu construire les paliers qui nous ont permis d'aboutir à cette mise en œuvre depuis le 2 septembre dernier. C'est beaucoup de travail, mais c'est tout à fait faisable quand justement on dépasse à la fois les frontières administratives et qu'on fait fi des clivages politiques parce qu'on travaille pour l'intérêt des habitants du territoire. Justement, la tarification, Laetitia Raby, Coralie Bourdin disait que les prix avaient baissé pour les utilisateurs qui avant utilisaient les 2 réseaux séparément. Comment vous avez fait pour harmoniser tout ça ? Oui, en fait, c'est toute l'intelligence de M-Réseau, finalement, de faire réseau ensemble, tout en gardant à chaque fois la personnalité aussi de chacun des territoires. Il y avait des histoires différentes et effectivement des tarifications très, très différentes. Le travail a commencé dès le début du mandat, en regardant effectivement comment les convergences pouvaient être faites pour arriver effectivement à une tarification qui soit harmonisée et qui permette de comprendre aussi plusieurs zones et pas simplement comme on la connaissait, par exemple je parle pour la tarification solidaire. Voilà, donc dès 2023, on a commencé à travailler sur des gratuités ciblées, notamment pour les moins de 11 ans, où la gratuité est mise en place en fait pour les mercredis, les samedis, les dimanches sur les réseaux. Également en fait sur l'entrée en tarification, c'est-à-dire qu'auparavant entre M2Go et MTag, l'entrée en tarification n'était pas la même. Et puis ensuite également aussi sur les tarifications donc zonales, avec effectivement des approches qui sont différenciées ou les mêmes, c'est-à-dire que les gens ont effectivement ce choix, et également la tarification en fait solidaire, qui elle aussi s'exprime de la même manière. Je ne sais pas si j'ai le temps de développer un tout petit peu. Oui, simplement on est là pour ça. dire que sur le bassin grenoblois, ce sont 60 000 personnes qui vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. 60 000 personnes, c'est finalement la 2e commune de la métropole, si on regarde les choses ainsi. Et donc, il y avait effectivement une nécessité à permettre à ces personnes d'avoir également tout accès en fait, à une tarification solidaire et qui soit la même, qu'on soit dans le Grésivaudan ou qu'on soit effectivement dans la métropole. Donc, il y a aujourd'hui une nouvelle tranche qui s'est créée. Auparavant, on avait un niveau qui s'arrêtait à 755 euros de quotient familial. Nous avons relevé cette tranche jusqu'à 900 euros. Et donc, nous offrons 4 niveaux de tarification solidaire, allant pour la tranche la plus haute, donc entre 750 et 900 euros, ça offre 30% d'économie et jusqu'à 96% d'économie sur le tarif habituel pour la tranche Pastel A, la première tranche. Je crois que c'est un effort extraordinaire parce que nous permettons à chaque personne de conserver sa dignité en payant en fait le juste prix et le prix qui peut être payé. C'est aussi la demande des associations de proximité et de solidarité qui nous demandaient ceci. Et puis, ça permet effectivement, en ayant un tarif, en permettant à toutes les personnes de nos territoires vivant sous le seuil de pauvreté, 1 290 euros, en fonction des compositions familiales évidemment, mais d'accéder à une tarification solidaire. C'est quelque chose, je crois, dont nous sommes particulièrement fiers.
On reparlera tout à l'heure du coût des transports et du prix des déplacements. Coralie, vous voulez compléter ? Je voudrais ajouter une précision, c'est qu'en fait, la tarification zonale qui a été adoptée, pour moi, est aussi importante parce qu'en fait, ça a permis de dire les personnes qui ne se déplacent que sur le Grésivaudan peuvent garder la tarification qu'on avait auparavant et celles qui se déplacent sur l'ensemble du territoire bénéficient de la tarification en Seine-Montagne. Et le jour où le 1er janvier, que ce sera la même chose sur le pays voironnais. Et du coup, voilà, ça a permis de garder quand même, parce que c'est sûr que ceux qui sont à Pontcharrat et qui font par exemple Pontcharrat-Crolles, c'était un petit peu compliqué de leur dire vous allez forcément doubler pour pas forcément, pour un service qui serait différent. Donc je pense qu'on a vraiment tenu compte des spécificités de tout le monde et on a vraiment travaillé en bonne intelligence, tout comme le disait Laetitia, pour l'harmonisation, parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes tarifications, les quotients. On n'était pas jeunes au même âge, on n'était pas vieux au même âge. Voilà, senior, excuse-moi. Voilà, donc tout ça, mine de rien, on en rit, mais c'est du travail en fait pour arriver à dire où est-ce qu'on met la barre. Donc ça a été fait vraiment en toute bonne intelligence avec tous mes collègues. Oui, parce qu'il y avait une réelle volonté d'aboutir et que c'était une nécessité qu'on aboutisse là-dessus. Et le Pays voironnais, même si on n'était pas encore dans le SMAG sur les transports en commun, on a travaillé sur cette tarification et aujourd'hui notre grille de tarifaire est identique à celle du Grésivaudan et celle de la métropole, donc à celle du SMAG. Remettez juste le micro dans l'axe. Voilà, qu'on vous entende bien. Luc, justement, le Pays voironnais sera le 3e à rentrer dans ce réseau commun, ce qui paraît logique quand on est dans le même syndicat. Vous, c'est dès le mois de janvier 1er janvier, 2025. le transfert de la compétence a été voté par le conseil communautaire du Pays voironnais il y a peu, à l'unanimité, quelques abstentions marginales, mais une volonté du territoire de rentrer dans le SMAG et de transférer les dernières compétences qui étaient le schéma vélo, c'est-à-dire les infrastructures vélo et les transports en commun. Ça va avoir un impact sur les lignes voironnaises. Vous allez réorganiser les choses. Ouais, Ce qui est déjà fait d'ailleurs. Il y a des choses qu'on veut continuer à développer sur le territoire, bien évidemment, et ça se fera dans le cadre du SMAG maintenant, mais il n'y a pas de souci, puisque chaque territoire peut développer un certain nombre de lignes ou de services sur son territoire. Mais ça va permettre aussi de s'intégrer, c'est-à-dire d'avoir un réseau maintenant quasiment unique, une image unique, une billettique unique, une grille de tarification identique. Donc pour nos usagers, c'est de trouver un service à la fois à l'intérieur du territoire, mais aussi pour se déplacer sur les autres territoires. Je rappelle que tous les jours, entre le Pays voironnais et la métropole, c'est 55 000 mouvements quotidiens de gens qui vont sur la métropole pour travailler, pour du médical, pour des courses, pour tout ce qu'on veut. Mais c'est 55 000 au quotidien et c'est extrêmement important. Donc cette intégration va permettre pour l'usager une facilité, une lisibilité beaucoup plus importante et des choix de mobilité complets. M-Réseau Plus, donc ce sera l'ensemble maintenant des 3 territoires à partir de 2025. Laetitia, par rapport aux moyens de paiement, on parlait du numérique. Aujourd'hui, on peut, avec un seul outil de paiement, prendre le train, le bus, le tram, se déplacer sur l'ensemble de notre grand territoire ? Alors bien sûr, cela a toujours un peu existé avec la carte Oura déjà, premièrement, faut pas non plus l'oublier. Et effectivement, ensuite, comme on a pu le dire, avec l'appli M, vous avez des solutions de paiement en ligne, d'achat aussi et de recharge de vos titres en ligne, de téléchargement aussi de vos droits directement en ligne. Et puis également, donc, vous avez une nouveauté donc, qui est l'open paiement, c'est-à-dire en fait le paiement sur les quais, sur les bornes installées sur les quais ou en fait embarquées dans les bus, la possibilité de passer votre carte de crédit avec en étant débité immédiatement ou alors en étant effectivement débité en différé et à la réalité de l'usage au réel sur votre application numérique M. Il y a un service qui marche très bien, c'est les trottinettes et les vélos en libre service. Alors ça commence à arriver dans le Grésivaudan, on en voit de temps en temps des trottinettes. Est-ce que sur le Voironnais, ça fait partie aussi des projets ? Sur le Voironnais, on a développé depuis le 1er janvier 2024 le service de location de vélo. Donc c'était une compétence qu'on a transférée au SMAG à cette occasion, les services autour du vélo.
Donc ça a démarré le 1er janvier, ça s'est mis en place. Dans chaque commune, le service du SMAG est allé dans chaque commune prêter des vélos pour... notamment des vélos assistance électrique. C'est vrai que nous, on a un territoire qui n'est pas très plat, à côté de Grenoble et de l'agglomération, mais où le vélo électrique est beaucoup plus adapté. Mais dans chaque commune, le service de vélo s'est déplacé pour prêter des vélos aux usagers, pour faire rentrer ce service dans les mœurs de nos concitoyens. Donc ça démarre bien. Bon, ça demande, bien sûr, il faut du temps pour que les choses se mettent bien en place, mais ça fonctionne déjà très bien. Bon, il n'y a pas encore les trottinettes de prévues sur Voiron ? Pas prévu à ce stade. Il y en a un peu dans le Grésivaudan qui... Il y en a un petit peu dans la vallée, un petit peu, oui. Et je voulais juste rebondir quand même sur ce que... Et ça, c'est la force du SMAG. Je veux dire, le prêt, on fait des prêts pendant 1 mois. On prête à ceux qui veulent tester des VAE la possibilité de le faire grâce à M-Vélo. Et du coup, ça, c'est vraiment un plus. Voilà, c'est pas quelque chose que nous, on pouvait faire quand on était tout seul à gérer nos mobilités. Donc là, il y a vraiment des services qui sont proposés à nos habitants qui sont très intéressants. J'ai vu que la ville de Paris, Sylvain Laval, reculait sur les trottinettes en libre service. Est-ce qu'à Grenoble, ça pose problème dans l'organisation des déplacements du quotidien ? Non, pas du tout. Je crois que ce qui s'est passé à Paris est assez regrettable, mais révélateur d'une mauvaise gestion d'un système, parce que ce n'est pas les trottinettes qui sont en cause, c'est la manière dont nous les encadrons en ce qui concerne les collectivités publiques. Pourquoi cela fonctionne relativement bien dans notre territoire ? C'est parce que nous avons un cahier des charges initial lorsque nous lançons un appel à candidature qui définit clairement les lieux de stationnement, qui ne multiplie pas le nombre d'opérateurs sur le territoire, qui ne permet pas de ranger sa trottinette n'importe où au milieu d'une rue, d'un trottoir ou d'une piste cyclable, sinon vous n'êtes pas débloqué et vous continuez de devoir payer. Et donc le fait d'avoir un cadrage assez strict dès le départ fait qu'aujourd'hui, nous avons un service qui fonctionne convenablement. Et je précise que les mauvais usages que nous pouvons voir sur l'utilisation de ce type de mode de transport, c'est rarement sur le service que nous encadrons. Ce sont sur des objets privés qui, eux, sont totalement dérégulés, qui sont débridés. Donc, il ne faut pas tout confondre. Et je crois que Paris pourrait s'inspirer de ce que nous avons fait ici dans le grand territoire grenoblois. Alors, je ne sais pas si l'avenir des déplacements, ça passera par la trottinette, mais on va regarder maintenant vers demain ou après-demain même. Est-ce que le SMAG, déjà, a vocation à intégrer d'autres territoires ? On parlait du Grésivaudan, de Voiron. Alors, il y a un peu la Chartreuse et Belledonne qui sont compris sur ces territoires, mais le Vercors, notamment, l'Oisans, la Matésine, est-ce que c'est des pistes pour les années à venir d'étendre ce territoire ? Alors évidemment, tout est possible en soi puisque le SMAG, c'est un bassin de mobilité. Donc il n'est pas enfermé dans des frontières administratives. Et donc c'est un syndicat ouvert qui fonctionne sur la base du volontariat. Donc si demain, de nouveaux territoires souhaitent nous rejoindre en partie ou en totalité sur des sujets de mobilité, c'est tout à fait possible et il appartient évidemment à chacun de se prononcer. Mais ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est qu'évidemment, nous sommes grand ouverts à ceux qui voudraient demain venir coopérer ou approfondir leurs relations avec nous. C'est même plutôt souhaitable dans une logique d'intérêt des usagers, puisque par définition, les questions de mobilité n'ont pas de frontières. Et c'est ce que disaient mes collègues à l'instant. Plus nous travaillons à la grande échelle, c'est-à-dire la bonne échelle, plus nous sommes efficaces pour répondre à leurs besoins. Bon, dans ces territoires de montagne que j'évoquais, un des moyens de transport développés pour l'activité touristique notamment, c'est le câble, et depuis longtemps. Dans le film qu'on vient de voir là, sur les 50 ans du SMAG, vous évoquez, Sylvain, le projet avancé de câble entre Saint-Martin-de-Vinoux et Fontaine. L'ouverture de cette ligne inédite pour notre territoire était prévue en 2026. Sa pertinence a été remise en cause par une enquête publique. Est-ce qu'il va voir un jour est-ce qu'un jour on verra un câble entre Grenoble et Fontaine et Saint-Martin-de-Vinoux de l'autre côté ? Alors en tout cas, nous le souhaitons que ce câble puisse un jour se réaliser. Mais comme vous l'avez indiqué, il y a encore un certain nombre d'étapes à franchir qui sont bien longues, mais c'est malheureusement le cadre réglementaire dans notre pays. Il convient aujourd'hui de retravailler ce projet sur un certain nombre de paramètres, d'orientation, de finalités, pour pouvoir, nous l'espérons, le réaliser encore dans quelques années. Ne me demandez pas de date précise aujourd'hui, parce qu'évidemment, elles ne m'appartiennent pas. Ce sont les étapes administratives à franchir
franchir qui nous permettront d'y voir clair au fil du temps. Ce qui est certain, c'est qu'il y a déjà beaucoup de travail qui ont été faits. Je rappelle que ça fait près de 9 ans que nous sommes engagés sur ce dossier. Donc l'objectif, ce n'est pas encore d'attendre 9 ans supplémentaires pour pouvoir le mettre en service, parce que le besoin dans le territoire, il est là. Et c'est une technologie qui a fait ses preuves pour passer un certain nombre d'obstacles dans des zones denses où il y a des flux de déplacement importants. Et donc nous travaillons sur ce projet comme sur d'autres d'ailleurs, mais celui-là est plus avancé que d'autres pour le mettre en œuvre. Bon, 2026, c'est pas moi qui avais inventé la date, elle avait été donnée par vous au service. Bien sûr, c'était l'intention initiale. À une époque, on évoquait tout à l'heure avec Luc la gouvernance du SMAG, le fait qu'on travaillait de façon presque apolitique pour l'intérêt du territoire. Sur ce projet, Laetitia Raby, il n'a pas fait l'unanimité au sein des élus de la métropole, en tout cas, le projet de câble entre Fontaine et Saint-Martin-le-Vinoux. Il n'a pas fait l'unanimité, certes. Aujourd'hui, nous voyons effectivement que le SMAG arrive à son âge d'or, un bel âge. Ouais, c'est l'âge parfait, j'ai envie de dire. Voilà, l'âge de la maturité et puis effectivement aussi de perspectives que nous pouvons tracer. Les raisons pour lesquelles Grenoble s'est positionné différemment de son souhait initial, puisque le projet de câble avait été lancé effectivement par le prédécesseur aussi de Sylvain Laval, accompagné de toute la majorité, et celle du SMAG et celle aussi de la métropole à l'époque, en fait, avait une pertinence. Une pertinence, le projet social est une vraie réalité, le besoin exprimé par les habitants aussi, de pouvoir franchir des obstacles, de pouvoir aller plus vite aussi d'un déplacement à l'autre, en traversant effectivement 2 points distincts de la métropole. Le coût également, c'est-à-dire qu'en fait, au kilomètre, le câble revient finalement moins cher que le tram. C'est aussi un élément à prendre en compte. Et effectivement, ça reste un vrai projet social et un bon projet social. Après, il y a eu effectivement des clivages de nature politique et puis des changements de point de vue. Ainsi va la vie politique, et je pense que voilà, la controverse en fait partie. On peut dire des choses et sans doute dire l'inverse ensuite. Toujours est-il qu'aujourd'hui, les choses sont en position pour pouvoir regarder à nouveau ce projet, pouvoir changer les regards. Et effectivement, ce projet mérite mieux peut-être que simplement des controverses purement politiciennes. Tout le monde ne travaille pas dans l'intérêt général, Sylvain Laval, sur ce territoire. C'est un peu ce que je déduis des paroles de Laetitia Raby. Oui, en tout cas, ce qui doit nous guider, nous, et c'est ce qui nous guide ici au SMAG, c'est l'intérêt général. Après, d'autres peuvent faire des choix. Il leur appartient de les assumer, et de les assumer publiquement, parce qu'on parle d'argent public, on parle de projets à 20 ans, à 30 ans et même au-delà, parce que notre responsabilité, c'est de préparer l'avenir. Ce n'est pas de polémiquer dans le présent. Ça ne construit rien. Et quand on voit aujourd'hui l'état de notre pays et de notre vie politique, je crois qu'il n'y a pas de quoi se réjouir. Nous ferions bien de nous en inspirer sur notre capacité à nous rassembler sur des projets qui sont là au service des habitants et qui préparent le futur, parce que nous allons avoir besoin de changer un certain nombre de comportements, nous avons besoin de préparer les transitions techniques, technologiques, sociales et environnementales, et c'est exactement le travail que nous conduisons au sein du SMAG avec l'ensemble des réponses que nous souhaitons apporter, que ce soit sur un projet comme celui-là ou comme sur d'autres. Vous êtes reparti pour 2 ans d'études sur ce projet qui avait déjà été bien avancé, puisqu'on voyait tout à l'heure le plan, les gares, etc. Ça va changer quoi, ces 2 années d'études Nous allons reprendre les éléments qui permettent de déposer un dossier d'enquête publique et qui justifient l'utilité du projet. Il a été travaillé à une époque qui commence à être un petit peu lointaine, où la situation n'était pas la même en termes d'habitat, en termes d'activité économique, en termes de tracé. Et donc, nous devons réinterroger un certain nombre de paramètres pour avoir à la fois un dossier qui soit actualisé sur les besoins de demain et qui soit justifié avec les bons éléments. Nous avons eu des choses que nous ne pouvions pas maîtriser. En cours de route, le zonage réglementaire du secteur évolue. L'État rend une partie du tracé totalement inconstructible là où il était prévu que des logements viennent alimenter le projet. Il est évident que ça a beaucoup moins de sens. Il faut donc prendre en compte ces évolutions pour les adapter aux besoins de demain sur la presqu'île scientifique, sur le secteur de la Poya, porte du Vercors, prendre en compte aussi de meilleure manière les flux qui descendent de nos massifs. Nous avons par exemple 10 000 personnes qui transitent entre le plateau du Vercors et la métropole au quotidien. Ces 10 000 personnes aujourd'hui sont totalement dépendantes de leur voiture individuelle. Donc on
qu'on ne peut pas d'un côté avoir des grands discours déclamatoires sur la protection de la planète, sur les nouveaux déplacements de demain, et dès que nous apportons une solution sérieuse, viable, nous dire que ce n'est pas la bonne, ce n'est jamais la bonne, il faut toujours travailler autre chose et décrédibiliser. Et je crois que c'est ça aussi la responsabilité de l'action publique, c'est de prendre des décisions en étant éclairé, et c'est ensuite de les assumer et de les porter jusqu'au bout, bien au-delà d'intérêts personnels ou d'intérêts du moment, puisque ce sont des projets du temps long. Bon, 2 ans, ce sera 2026, ce sera la campagne des municipales, ou les municipales même en 2026. C'est un bon timing? Oui, je crois que c'est extrêmement sain de pouvoir s'exprimer au moment de rendez-vous démocratiques pour que chacun donne sa position et que les électeurs puissent se prononcer en connaissance de cause. Mais pas spécifiquement sur ce sujet comme sur tant d'autres. Vous savez, la vie municipale, elle touche à peu près à tout, au quotidien, à la proximité. Mais la question de savoir comment on veut se déplacer demain est aussi une question centrale, bien entendu. Alors, près de 10 ans, en tout cas, de projets, d'études, d'enquêtes pour finalement ne pas encore être sûr de pouvoir porter ce projet dans sa réalisation. Luc Rémont, c'est pas un peu décourageant quand on est élu et qu'on voit que finalement, en une décennie, on n'arrive pas à faire aboutir des projets? Ah bah parfois, on a le sentiment de vider la mer avec un verre d'eau. Simplement, si on est là, c'est parce qu'on y croit aussi, parce qu'on a des convictions et qu'il faut pousser. C'est vrai que quand on est élu, on est maire, on est vice-président dans une interco, on pousse tous les jours pour que les choses avancent. Alors voilà, sinon on ne serait pas là. On y croit, on sait qu'on est dans la bonne direction et on a des convictions, donc voilà. C'est sûr que si on regarde que les côtés administratifs, des fois on peut être déçu. On peut lâcher l'affaire. En attendant donc de voir si ce projet finit par aboutir ou pas, il y en a d'autres qui vont être initiés par le SMAG, et notamment sur le territoire du Grésivaudan. Coralie Bourdelin, il y a 2 études qui vont être lancées, ou qui sont en cours d'ailleurs d'études pour le cas. Oui, alors pour le coup, on est vraiment beaucoup plus en amont que pour le cap dont on vient de parler. Il y a effectivement deux études d'opportunité qui sont lancées. Une sur le secteur de Crolles-Brignoux pour relier potentiellement la gare de Brignoux, qui, on l'espère, un jour verra des trains au quart d'heure arriver. Relier donc cette gare, sur lequel on a également un projet de pôle d'échange multimodal. Et on va également relier, on a aussi un projet important au niveau mobilité douce, de traversée cycle. Donc relier ce pôle-là à Crolles et à la zone d'activité, puisqu'il y a la zone d'activité de Crolles qui est pour nous la plus grosse zone d'activité sur le territoire du Grésivaudan, avec ST et Soitec, et d'autres entreprises également sur cette zone d'activité. Donc voilà, on est en train d'étudier ça, et puis bien évidemment relier Crolles, enfin aller jusqu'à Crolles, et potentiellement de l'autre côté aller jusque sur Villarbonneau, sur le lycée. Donc pour le moment, on a lancé une étude d'opportunité. 2025, on aura les résultats de cette étude et on verra si, j'ai envie de dire, on enclenche la première ou pas. Ça va dépendre des résultats de cette étude. Et la deuxième, donc celle-ci, c'est vraiment, j'ai envie de dire, vraiment centré sur les mobilités du quotidien, le domicile-travail. Le deuxième projet, c'est donc au nord du territoire. On travaille sur Pontcharrat, Alvar, le collet d'Alvar. Donc pour relier également la gare de Pontcharrat, qui est une gare importante de notre territoire, à la ville d'Alvar, et après une seconde partie pour monter jusqu'au collet, sachant qu'Alvar est une station thermale. Il y a de l'activité toute l'année. Donc là, et puis après, il y aura la partie pour monter effectivement en station. Donc là, c'est pareil. On en est au stade de l'étude d'opportunité. Si c'est opportun, on verra comment on peut avancer. Tout ça se fera bien évidemment, comme on le fait toujours, en travaillant avec les communes concernées pour faire avancer ce projet. Si elles jugent également, voilà, la décision se prendra en partenariat avec les communes et avec le Grésivaudan. Alors dans le Grésivaudan, il y a un autre moyen de déplacement un peu emblématique qui servait plutôt pour de l'activité touristique. On voit là malheureusement les images du funiculaire de Saint-Hilaire-du-Touvet qui a été ravagé par une inondation en décembre 2021. Ça fera bientôt 3 ans que cet équipement est à l'arrêt. Il appartenait à la mairie des Petites Roches sur les balcons de Chartreuse. Le Grésivaudan a récupéré le bébé. Qu'est-ce que ça va devenir ce funiculaire ?
Eh bien, on y travaille. On va voir, on doit récupérer effectivement la gestion de cet équipement. Il faut voir après ce que nous autorisera à faire, à faire l'État en fonction des études qui ont été menées et voir si effectivement on peut le remettre en état, comment, etc. Donc pour le moment, c'est l'idée que c'est le Grésivaudan qui va porter ce travail-là. Là encore, bien évidemment, en travaillant avec la commune du Plateau des Petites Roches. Mais voilà, on va voir en fonction de ce qu'il est possible de faire. Un câble, ce ne serait pas envisageable? Mais si on ne nous autorise pas à refaire... Il y en a un dispo du côté de la métropole. Ce ne sera pas le même, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, on travaille le sujet. Pour le moment, on n'a pas assez d'éléments encore pour savoir. Mais on travaille le sujet et le Grésivaudan travaille le sujet. On peut remarquer sur ce type de projet, que ce soit le funiculaire de Saint-Hilaire-du-Touvet ou les projets de transport par câble que nous évoquions, c'est la durée. Vous disiez intempéries fin décembre 2021. Nous sommes maintenant fin décembre 2024 dans quelques jours. Et nous n'avons toujours pas pu avancer autant que nous le souhaiterions. Parce que dans ce pays, les procédures réglementaires sont beaucoup trop lourdes, sont beaucoup trop complexes. Nous empilons des couches les unes avec les autres. Nous avons tout un certain nombre de services dits spécialisés de l'État qui doivent se prononcer, qui parfois et même souvent se contredisent. Et donc tout cela ne fait que rallonger les délais, que augmenter les coûts pour une incompréhension totale pour nos usagers, nos habitants, et derrière un service qui n'est pas rendu de manière satisfaisante. Et donc il est nécessaire que nous arrivions à retravailler cette question et peut-être que le contexte politique devrait rassembler sur un certain nombre de sujets comme ceux-là, qui ne sont pas des sujets partisans, dans l'intérêt du pays. Moi, j'en appelle à la responsabilité nationale sur cette question de raccourcissement des délais de procédure pour les projets, quels qu'ils soient. Parce que nous ne pourrons pas préparer les transitions de demain si nous n'avons pas des procédures adaptées à cette nécessité. On peut dire toute la journée que la planète brûle et qu'il est urgent d'agir, mais avons-nous, avant même les questions financières, les outils pour les mettre en œuvre. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, les collectivités locales ne peuvent pas faire face en l'état à l'ensemble de ces défis. Bon, je ne sais pas si en haut lieu on nous écoute. Je ne sais pas si d'ailleurs il y a des gens en capacité en ce moment d'écouter des choses, mais ça viendra sûrement. Bon, si le développement du réseau par câble est pour l'instant un peu contrarié, il reste aussi des moyens de transport plus classiques. Vous avez inauguré à la rentrée l'extension de la ligne D du tram. C'était en septembre dernier. On le voit là avec ces images sur Saint-Martin-d'Hères. Il y a d'autres projets d'extension dans les cartons sur la zone de l'agglomération? Oui, nous réfléchissons sur des études d'opportunité. C'est plus que dans les cartons. Hein. C'est une réflexion qui est lancée pour étendre ce tram D de l'autre côté en direction de Grand Place et puis même peut-être aller le connecter un jour jusqu'à la ligne E au niveau du cours de la Libération. De la même manière, l'extension de la ligne E au sud de Louise Michel en direction de Pont-de-Clé-l'Étoile est regardée, tout comme une potentielle extension au nord de la ligne A entre Fontaine-la-Poya et Sassenage. Donc tout ce travail, il est lancé. Il est en cours de réflexion et il nous permettra d'ici une année d'avoir des premiers éléments justement d'opportunité, de coût, de durée et il nous faudra le moment venu prendre les décisions exactement comme pour les autres projets. La création d'une ligne F, ça peut être pertinent dans le réseau actuel? Aujourd'hui, nous réfléchissons plutôt à des extensions de lignes existantes. Créer une ligne totalement nouvelle n'est pas forcément pertinent au regard de notre densité de réseau de transport et de complémentarité entre le bus, le tram et, nous l'espérons demain, le câble. Nous avons une offre de transport les plus denses de France. Il faut bien en avoir conscience. Donc tout ne passe pas forcément par la création d'un nouveau nom de ligne, mais peut-être par des meilleures connexions et des meilleures complémentarités. Aujourd'hui, on peut prendre le train avec son vélo. Est-ce que c'est possible dans les transports en commun? Pas encore? De conditions assez limitées à certains horaires, mais il est vrai que la priorité est donnée aux usagers sur les matériels. Donc si nous rentrions trop de vélos dans les tramways, nous aurions moins de place pour les personnes. Alors, le vélo fonctionne aussi très bien à Grenoble. Hein. Vous disiez que ça faisait partie des moyens de mobilité que le SMAG encourage. Le réseau de pistes cyclables va être parallèlement développé comme celui des transports en commun? C'est déjà le cas. Il y a un réseau historiquement dense sur le territoire de la métropole. Je rappelle qu'on a près de 400 km d'itinéraires cyclables aménagés ou balisés. Hein. Tout n'est pas aménagé du même niveau. Et puis, nous avons du côté du SMAG des compétences qui s'agrandissent, comme cela a été dit par mes collègues, puisque sur le secteur du Grésivaudan et du Pays Voironnais, nous allons mettre en œuvre, aux côtés des intercommunalités, les aménagements cyclables dans ces territoires, justement pour assurer les continuités et développer ce grand réseau cyclable, comme pour les transports en commun à l'échelle du territoire.
Bon, j'évoquais le vélo dans le Grésivaudan, c'est... Je voulais juste dire quand même qu'on a fait un gros travail avec le SMAG sur toutes nos traversées interrives sur ce mandat. C'est pas terminé, mais franchement, on a beaucoup avancé sur le sujet, et avec le nouveau schéma directeur qui a été adopté par le SMAG il y a peu de temps, on va accompagner les communes pour pouvoir continuer le travail et arriver à donner une infrastructure cycle qui donne envie de faire du vélo sur le Grésivaudan. J'ai quelques images d'ailleurs d'une passerelle vélo qui avait été... Voilà, c'est impressionnant ces images qui avaient été installées au-dessus de l'autoroute au niveau de Saint-Imier pour permettre justement aux cyclistes de traverser d'une part et d'autre du Grésivaudan avec l'autoroute au milieu. C'était un peu compliqué. Tout à fait. Donc, on est en train de poursuivre depuis ce point-là pour arriver jusqu'au Versou également en site propre. Donc voilà, on travaille à mailler le territoire comme il faut. Bon, c'était l'attraction ce soir-là, cette nuit-là. Mais c'était impressionnant. Oui, c'est pour ça que j'ai ressorti un projet un peu identique sur le Pays Voironnais, parce que l'autoroute traverse pas que le Grésivaudan, ça traverse aussi le Pays Voironnais. Et que, si on veut faire passer des vélos, il faut faire passer des passerelles. Oui, c'est plus pratique. Je parlais tout à l'heure des vélos qu'on peut emmener dans certains voyages en train. Il y a un projet sur le territoire qu'on appelle le RER métropolitain pour intensifier le trafic et le cadencer. Ça concerne vos territoires respectifs. On peut aujourd'hui aller en train de Voiron jusqu'à Pontcharrat, mais ça prend un peu de temps, 1h30 en général. Les horaires ne sont pas forcément toujours adaptés. Là, ce sont des images qui doivent vous parler du Crémont, puisque on est du côté de la gare de Vorep, dont vous êtes maire. Ce projet de RER métropolitain, il en est où? Parce qu'on en parle, mais on ne voit pas grand-chose avancer. On en parle depuis déjà quelques années, et il y a pas mal déjà d'études qui ont été faites. Alors, c'est sûr que maintenant, on s'inscrit dans un cadre administratif encore un peu plus complexe, puisqu'on parle de SERM, et puis de RER métropolitain, comme on en a parlé depuis un certain nombre d'années. Et donc, qui fait qu'aujourd'hui, dans le cadre de ce SERM, on repart un peu sur de nouvelles études, avec... la société des grands projets, et on est quand même sur aujourd'hui quelques incertitudes, notamment financières, qu'en termes de financement, il faut que les choses se clarifient un peu plus. Donc on a des études qu'on veut bien financer, mais à un moment, il faut savoir derrière comment le gros morceau. Alors aujourd'hui, je rappelle, on n'est pas loin du milliard d'euros. Alors est-ce que ça sera toujours 1 milliard d'euros? Mais en tout cas, on sera bien embêtés, nous, nos territoires, le SMAG, y compris le département d'ailleurs, pour apporter des financements significatifs sur une telle enveloppe. Si l'État, d'une part, et la région aussi, ne sont pas des acteurs financiers importants, le projet aura du mal à trouver une réalisation à moyen long terme. Et c'est pour ça que je crois que ce qui est aussi important, et je l'ai dit à plusieurs fois, qu'aujourd'hui, le SMAG ait récupéré les ex-lignes express qui sont devenues la C11, la C12, la C13. C'est un bon moyen d'attendre l'arrivée de ce RER métropolitain pour continuer à développer les mobilités entre nos territoires. Je veux dire, on ne va pas attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans que ce SERM soit opérationnel pour continuer à développer la mobilité entre notre territoire. Je disais tout à l'heure, on a 57 000 mouvements par jour entre le Pays Voironnais et la métropole, et je ne compte pas ceux qui viennent de la Bièvre et des autres territoires. Le Grésivaudan, c'est même plus, c'est de l'ordre de 100 000 par jour. On ne peut pas attendre 15 ans, 20 ans, ce nouveau service pour agir. Donc ça va nécessiter de la part du SMAG peut-être des développements sur ces lignes express, de les développer un peu plus. Ce qui fait qu'on va aussi investir là-dedans. Donc c'est pour ça que l'État, notamment sur le SERM, devra s'impliquer de façon à la fois à long terme. C'est souvent le problème, c'est que les engagements, on s'engage sur 3 ans, puis après au bout de 3 ans on s'engagera pour 3 ans. Si on avait une lisibilité là-dessus, il faut qu'il y ait un engagement clair de l'État sur la durée pour sortir le projet, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. On y est loin. Bon, pas d'horizon encore très défini, en tout cas, sur ce projet. Ce qui est sûr, c'est que parmi les ambitions, en tout cas, les volontés du SMAC, c'est de réduire l'impact carbone des déplacements. On en est tous conscients aujourd'hui. Ça passe aussi par des nouveaux types
de véhicules. Je crois que dans le Voironnais, vous allez investir dans des bus électriques pour 2026. Là, c'est une échéance beaucoup plus proche. Oui, c'est une échéance proche parce que nos contrats avec les transporteurs qui gèrent l'ensemble des lignes du Pays Voironnais arrivent à échéance. Et donc la question du matériel se pose. Et donc on a mené une réflexion déjà depuis 2 grosses années sur l'évolution et la transition énergétique du matériel. Donc on a étudié au départ plein de pistes, l'hydrogène, l'électrique, le gaz, le GNV, voilà, tout ça. Et pour aboutir aujourd'hui à un choix, c'est de transition sur les lignes urbaines, c'est-à-dire les lignes qui sont sur la ville de Voiron et les villes limitrophes, de passer à l'électrique sur une certaine période, puisque on ne peut pas changer l'ensemble des bus d'un coup. Ça représente un investissement très lourd, mais on va le faire en plusieurs étapes. Mais c'est l'objectif de le développer. Et sur le reste du réseau, de passer sur du biocarburant qui sera mieux que le diesel actuel. 300 000 euros pour un bus diesel, 600 000 pour un bus électrique. Sylvain Laval, forcément, il y a un gap d'investissement quand on veut rouler propre. Oui, absolument. On voit bien que tout ça a un coût et c'est ce que nous disions. Nous avons besoin aussi d'être accompagnés. Il y a le coût d'infrastructure, il y a le coût de matériel, il y a le coût de gestion. Et ça, c'est évidemment beaucoup d'argent pour le mettre au service de nos concitoyens sur les sujets de transport public. Mais nous ne pouvons pas effectivement tout assumer seuls. On parlait du RER qui est l'exemple le plus emblématique en la question. Mais ça vaut aussi sur la capacité à financer nos services de transport collectif. Et c'est pour ça que nos recettes sont importantes. Luc Rémond évoquait les tests. Ils avaient tenté de l'hydrogène, etc. avant de se focaliser sur le bus électrique. Fut un temps, puisqu'on parle aussi du passé, il y avait les trolleybus à Grenoble. Est-ce que ça, c'est une piste qu'on pourrait réactiver? Des fois, dans les anciennes recettes, on peut retrouver des bonnes idées. C'est plus qu'une piste, puisque là aussi, nous avons lancé des études pour réintroduire des trolleybus dans le territoire, parce que c'est une technologie qui a aussi évolué. Donc, c'est une technologie qui est modernisée aujourd'hui et qui a encore les câbles d'époque, là. Qui a un certain nombre d'avantages. Effectivement, les câbles, vous savez, on en a pour le tramway, ça ne dérange pas. Donc, pour les bus, c'est un peu la même chose. Et puis, maintenant, les technologies ne nécessitent pas d'avoir du câble sur l'ensemble du parcours. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des batteries électriques qui sont de plus petite dimension parce qu'il y a une partie d'alimentation par le fil. Elles sont moins lourdes, elles sont plus durables. L'autonomie à la fois des véhicules, mais aussi leur durée dans le temps est plus importante. Donc pour nous, ça fait partie effectivement des technologies sur le bus qui sont très intéressantes. Et donc nous lançons une réflexion pour réintroduire en partie du trolleybus dans notre territoire. Alors bien sûr, le moment venu, cela aura aussi un coût. Et donc nous évaluerons tout cela. Bon, on va finir, puisqu'on a beaucoup parlé d'argent, et c'est un peu le nerf de la guerre quand on travaille dans le domaine des mobilités et des déplacements, par un sujet qui s'invite régulièrement dans les débats politiques grenoblois, c'est la gratuité des transports en commun. Certains territoires, d'ailleurs, en France, proposent cette gratuité sur leur réseau. Laetitia Raby, est-ce que c'est une piste de réflexion? Vous parliez tout à l'heure des tarifications solidaires. Là, on passerait un cap. Oui, tout à fait. En fait, la réflexion, elle peut se mener. Il faut savoir aussi pouvoir la financer, c'est une autre chose. Nous avons fait, nous, le choix, finalement, qui a toujours été le choix premier de ceux qui voulaient faire de la justice sociale. C'est-à-dire d'avoir, en fait, une répartition juste des tarifs en fonction et proportionnelle aux revenus, et notamment au coefficient familial. Je redis simplement que, outre les transports, nous retrouvons cette tarification dans l'esprit mutualiste premier, où en fait, effectivement, chacun consomme selon ses besoins et paye en fonction de ses moyens. Nous sommes tout à fait dans cette philosophie-là. Et que finalement, beaucoup aimeraient, je pense notamment aux 30 000 enfants dont les parents sont soit privés d'emploi, soit effectivement monoparentaux, de familles monoparentales, c'est 30 000 enfants sur notre bassin de vie, qui effectivement aimeraient sans doute aussi les cantines gratuites, le sport gratuit, etc. C'est une réalité. Pourtant, on a effectivement dans les propositions municipales de tous les territoires des approches proportionnelles et donc aux revenus et donc au QF. Donc ce que nous faisons, c'est quelque chose qui se pratique partout, parce qu'aujourd'hui, la véritable justice sociale, elle est là. La gratuité, alors peut-être que philosophiquement, certains sont pour, certains sont contre. Ça, je ne rentre pas dans ces choix-là. Je dis simplement que
Notre autorité organisatrice des mobilités se concentre aujourd'hui sur du développement périurbain, sur une multiplication effectivement des possibilités pour mailler le territoire dans la multimobilité, avec des tarifications justes. Et c'est le choix qui est le nôtre. Après, sur la gratuité, effectivement, je sais que Grenoble, par exemple, a proposé récemment une vision avec un remboursement pour la tranche la plus petite de nos tarifications, donc équivalent à 2,50 € pour tout un mois, de rembourser cette part-là. Je rappelle simplement, et je mets en illustration, qu'en fait, le SMAG verse à tous les CCAS 7,50 € par dossier quand le CCAS étudie l'ouverture des droits pour le compte de MTAG et pour le compte du SMAG. Peut-être effectivement que sur ces 7,50 €, Grenoble décide de reverser 2,50 €. Toujours est-il que le SMAG demeure toujours finalement le payeur, si on veut bien regarder cela ainsi. Oui, ça reste de l'argent public, on va dire, qui sort de poches différentes, mais au final, c'est la même chose. Sylvain Laval et Thierry Rabhi évoquent effectivement la politique de la ville de Grenoble sur ce sujet. Les élus écologistes militent depuis longtemps pour la gratuité. Ils tentent un peu de vous forcer la main d'ailleurs avec ce système qui est mis en place spécifiquement pour Grenoble, qui brouille un peu peut-être la perception des gens sur cet aspect-là de la gratuité. Vous savez, on est habitué, on a une ville de Grenoble qui veut souvent s'occuper de ce qui ne la concerne pas au lieu de s'occuper de ce qui est dans ses compétences directes. La question des mobilités, vous l'aurez compris, elle est au SMAG et c'est la réglementation qui l'a posée. Donc la ville de Grenoble est maître de ses choix avec les compétences qu'elle peut avoir, mais en l'occurrence sur la politique tarifaire du territoire, elle n'en a pas en matière de transport en commun. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que le service pour les usagers soit de qualité et continue à pouvoir se développer et investir. Nous avons balayé l'ensemble des enjeux, vous avez bien compris que tout cela se chiffre en millions d'euros. Donc faire croire que demain, les transports pourraient être gratuits, voire même seraient gratuits, ne serait-ce même que sur le principe, c'est une escroquerie intellectuelle. Ça a un coût et ça a un coût très important. Et je le dis très tranquillement parce que c'est un service public que nous finançons grâce aux impositions des uns et des autres. Il ne s'agit pas de dire que nous allons tout faire payer demain à l'usager. Sinon, vous imaginez, le ticket de transport, il serait peut-être à 20 ou 25 € l'unité. Il n'en est évidemment pas question. Et comme l'a très bien dit Laetitia Rabhi, il faut qu'il soit juste. Et c'est cela qui nous importe. Mais cela a un coût et chacun doit pouvoir y contribuer à la hauteur de ses moyens. Certes, les recettes tarifaires, c'est grosso modo à peu près 20% de la contribution au financement du service. Mais ces 20%, c'est des dizaines de millions d'euros qui sont absolument indispensables pour assurer le développement d'offres que nous venons de faire et qui font que nous avons aujourd'hui le réseau de transport le plus développé de France derrière l'Île-de-France. Et ça, je ne l'entends jamais le dire par notamment les élus de Grenoble, parce que cela les gêne, mais c'est une réalité. Cela nous permet demain d'investir dans le matériel roulant. Il faudra bientôt renouveler un certain nombre de rames de tramway les plus anciennes, préparer les technologies sur les bus que vous évoquiez. Et donc tout cela, ça ne peut pas être gratuit. Et surtout continuer d'assurer un niveau de service équivalent, satisfaisant pour nos habitants. Et notamment continuer à répondre aux besoins des périphéries. Le sujet de demain, ce n'est plus de densifier l'offre de transport en centre urbain, où vous pouvez vous déplacer à pied quand vous êtes en bonne santé, où vous pouvez faire du vélo, dans l'immense majorité des cas. Le sujet, c'est d'étirer nos offres de transport vers les périphéries. Et c'est là où nous devons mettre l'accent. Donc, il me semble que le positionnement de la ville de Grenoble est totalement à contre-courant de ce qu'il faut faire demain. C'est une vision effectivement très tournée sur soi-même, très politicienne, c'est leur choix, mais je crois que nous devons la clarté à nos habitants, à nos usagers, en disant que ce n'est pas l'enjeu de demain. Nous allons avoir besoin d'investir, de développer ces services, et il faut que la chose soit juste, que nous contribuons à la hauteur de nos moyens. Il y a tous les éléments que Laetitia Rabhi rappelait. Il y a une politique tarifaire qui est différenciée en fonction des situations, en fonction des territoires, et d'ailleurs nous le voyons bien, l'offre continue d'augmenter. Et je vous dirais que lorsque nous discutons avec les usagers du territoire, personne ne nous dit qu'ils ne prennent pas les transports parce que c'est trop cher. Les gens nous disent qu'ils ne les prennent pas parce que ça ne répond pas à leurs besoins. Quand vous habitez à Crolles ou à Voiron, le sujet est de savoir si vous avez une offre qui correspond à votre demande. Ce n'est pas une question de coût de transport. Faire la gratuité dans le centre-ville de Grenoble n'a aucun intérêt, si ce n'est enlever des piétons et des vélos pour les transférer dans les tramways et dans les bus. Ce n'est pas cela que nous recherchons. Et ce n'est pas comme cela que nous décongestionnerons le territoire et que nous préparerons ces nécessaires transitions de demain. Donc il faut être un petit peu sérieux sur ces questions-là. Il faut expliquer. Il ne faut pas avoir peur
peur parfois d'être à contre-courant, de ne pas sombrer dans la démagogie facile, mais c'est précisément notre rôle et il me semble notre responsabilité collective. Et j'invite aussi à réfléchir sur l'échelle. Nous ne raisonnons pas que sur une toute petite partie du territoire. Nous avons maintenant 3 grands territoires, un bassin d'habitants de 650 000 personnes. Qui peut faire croire que les transports pourraient être gratuits du lac de Paladru jusqu'à Pontcharra en traversant l'ensemble du territoire métropolitain et en montant jusqu'au Coteau? Ce n'est pas possible et ça n'a pas de sens dans des grands territoires urbains denses. Après, il peut y avoir des territoires de plus petite taille avec des services différents où cela peut être utile. Et ce n'est pas parce que nous ne sommes pas favorables au principe de cette gratuité dans nos fonctionnements que nous ne ciblons pas un certain nombre de publics, un certain nombre d'animations. Il y a dans quelques jours la période des fêtes de Noël. Nous ferons des mesures tarifaires de gratuité à la journée pour inciter, pour accompagner. Mais ce n'est pas cela qui réglera nos problèmes de congestion du quotidien. C'est bien l'offre de services que nous apporterons. Vous êtes d'accord? Fausse bonne idée, la gratuité, Coralie? Non, parce que je voulais mettre en avant, effectivement, quand on va sur les territoires et qu'on est au contact de nos usagers, là, pour le nouveau réseau, alors, il salue effectivement quand même, parce qu'on a fait un effort conséquent en ce qui concerne la baisse de la tarification, hein, qui, pour les, qu'on expliquait tout à l'heure, arriver à voyager sur l'ensemble du territoire pour 2 €, voilà, c'est... Et par contre, ce qu'ils mettent vraiment en avant, c'est l'amélioration de l'offre. Et c'est ça qui fait que les gens prennent plus le bus. C'est ça, ils nous l'ont dit. Et voilà, ils étaient vraiment... Ils nous ont remerciés vraiment pour le travail qui avait été fait dans l'amélioration de l'offre. Et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Et après, comme le disait Laetitia, pour ceux qui ont moins de moyens, il y a la tarification solidaire qui est là et qui apporte des solutions. Et nous avons fait tout cela sans augmenter les tarifs et nous les avons même plutôt baissés. Donc c'est un effort substantiel que la collectivité a fait en faveur des transports. Et c'est bien plus intéressant que des fausses promesses. Moi, sur ce sujet, moi j'ai été frappé lors d'une réunion du comité des partenaires du SMAG où il y avait des associations d'usagers et notamment il y avait l'association des gens qui représentaient les gens qui sont au RSA. Et eux, ils tenaient à payer quelque chose. Symboliquement, même le tarif le plus bas, mais ils disaient, nous sommes des citoyens, nous devons et nous voulons participer. Même symboliquement, mais on peut pas. Ils ne souhaitaient pas que ça soit gratuit. Parce que pour eux, c'était, en guillemets, ne pas être un citoyen, c'est-à-dire un citoyen de deuxième zone. Donc c'est important, et je crois que... Et l'enjeu de la tarification, ce n'est pas l'enjeu de la mobilité, ce n'est pas l'enjeu de la modification du comportement de nos concitoyens. Ce n'est pas parce qu'on fera, je ne sais pas quoi, les lignes express gratuites, que tout d'un coup, tous ceux qui sont en voiture tous les matins sur l'autoroute vont monter dans les bus. Ce n'est pas ça. Comme disait Coralie, il faut trouver des moyens adaptés, des transports adaptés, des horaires adaptés, des services adaptés qui vont faire en sorte que ces gens vont modifier leur comportement. La tarification, ne compte pas. Je voulais simplement rajouter que finalement, le tarif plein n'existe pas en termes de tarif plein payé. Entre les salariés où vous avez la part employeur qui prend en charge en fait à 50% le billet de transport, l'abonnement de transport, les tarifications solidaires, y compris pour les salariés pauvres, hein, puisque en fait ce ne sont pas que simplement les bénéficiaires des minima sociaux qui peuvent y prétendre, les gratuités ciblées qu'on a rappelées, les mercredis, les samedis, les dimanches, jusqu'à 11 ans, en fait, ce n'est quand même pas rien. C'est un véritable coup de pouce, en fait, aux familles, à des moments où elles sont dans les transports avec les enfants pour les activités périscolaires, etc. Et puis, vous avez effectivement également pour les 4e et 5e échelons CROUS, enfin, voilà, des tarifications qui, elles aussi, sont à 2,50 €. Enfin, je crois que quand même qu'on répond finalement à beaucoup de cas et que finalement, on a un transport extrêmement accessible, en plus, effectivement, d'être dense. Et bien pour finir sur un petit bon plan, c'est pas gratuit mais c'est pas cher puisque cette saison on peut accéder à vos stations du Grésivaudan notamment en transport en commun pour un prix modique. Oui, alors ça aussi, il a fallu récupérer, parce qu'il y avait beaucoup d'offres pour monter dans nos stations. Il y avait les lignes transaltitude, il y avait les lignes qui partaient de Grenoble, il y avait des lignes qui étaient dans le Grésivaudan. Bon, nous avons remouliné tout ça et on propose une offre qui part donc de la gare de Grenoble pour aller à Champs-Rousse ou à Prapoutel. Et après, dans le Grésivaudan aussi, on a des offres qui permettent de monter au Collet d'Alvar ou au col de Marcieux.
Voilà, oui, il y a un système. Il a fallu trouver le juste prix, j'ai envie de dire, pour que les gens les touristes qui viennent en train puissent monter. Donc, et puis pour aussi que les personnes qui les utilisent au quotidien puissent le faire aussi. Donc pour ceux qui ont un abonnement, c'est compris dans leur abonnement. Ils n'ont pas à payer quelque chose en supplément. Et pour les autres, effectivement, il y a une participation qui est demandée pour monter dans nos stations. Bon, je disais ça parce que c'est pour appeler la neige. Ça s'appelle Destination Neige. Destination Voilà. neige. Et l'été, ce sont les destinations nature. Voilà. Bon, on espère qu'il y aura de la neige et qu'il y aura beaucoup Il de ne monde manque plus que la neige, effectivement. profiteront cet hiver de ce service. Merci en tout cas à tous les quatre d'être venus fêter. Alors, j'ai pas de gâteau, pas de bougies pour les 50 ans du SMAC. On n'a pas les moyens à Grenoble. 50 bougies, ça fait beaucoup, mais le cœur y est. Et puis, je vous donne rendez-vous peut-être dans 50 ans pour fêter le centenaire. Qui sait? Sait-on jamais? On sera vraiment pas en forme. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de Télé Grenoble. Merci, bonsoir. Merci.